Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Alors que Paris tente de relancer le processus de paix israélo-palestinien, le processus de paix au Proche-Orient, c'est d'Arabie Saoudite et d'Égypte que viennent les signaux les plus concrets, les plus convaincants. Aujourd'hui, nous allons poser la question à notre invité, l'historien Mahmoud Sebet. Est-ce que la situation au Proche-Orient est au point de non-retour? Donc, est-ce que la perspective de deux États palestiniens et israéliens est en grave danger? On connaît tous que la situation est en crise dans les territoires palestiniens occupés. Sur le terrain, en fait, le gouvernement israélien a renforcé à partir de vendredi dernier les restrictions à l'encontre des Palestiniens après l'attentat qui a coûté la vie à 4 Israéliens mercredi, comme je viens de le dire, à Tel Aviv. L'armée a donc annoncé le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à dimanche minuit, jusqu'à aujourd'hui minuit. Donc, ceci intervient alors que le mois de jeûne musulman, le Ramadan, a commencé la semaine dernière. Lundi dernier, on parle d'une tradition. De nombreux Gazaouis demandent traditionnelle l'autorisation aux autorités israéliennes de pouvoir sortir de Gaza justement pour aller prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Donc, on va essayer de parler de ce processus de paix suspendu. On va parler du rôle de la France, de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte. Donc, pour commencer, je vous propose tout de suite un commentaire justement sur ce dossier. Je vous rappelle qu'à l'instar de la France et d'Égypte et de l'Égypte, plusieurs pays ont appelé à accélérer le processus de paix pour éviter l'enlisement du conflit. Le gouvernement français a lancé une initiative de relance du processus de paix qui a été catégoriquement rejetée par les Israéliens et a mis sur pied une conférence internationale pour relancer ce processus de paix. Je vous laisse avec les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après justement pour parler de cette question. Une réunion a été organisée à Paris vendredi 3 juin pour tenter d'apaiser les relations et d'engager un processus vers la paix entre Israël et la Palestine. Aucun des deux belligérants n'était convié. Il s'agissait en fait de réaffirmer l'engagement de la communauté internationale en faveur de la solution à deux États, mais sans calendrier pour y parvenir. Aucun engagement n'a été pris par les 28 participants à ce conclave, mis sur pied patiemment par la diplomatie française pour relancer un processus au point mort depuis des années. Aux grandes dames de plusieurs pays, le communiqué final ne fait que s'alarmer de la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Acte unilatéral qui met pourtant en cause la viabilité de cette solution à deux États, recherchée par la communauté internationale. Toutefois, le communiqué ne fixe aucun calendrier alors même que, du propre aveu de Jean-Marc Ayrault, il faut agir d'urgence pour préserver la solution des deux États et la ranimer avant qu'il soit trop tard. Il a proposé de lancer un travail sur les incitations en matière économique, en matière de coopération et de sécurité régionale et de renforcement des capacités du futur État palestinien. Du côté palestinien, malgré l'absence de véritables décisions, on se félicite de la tenue de cette réunion qui permet de recentrer l'attention des grandes puissances mondiales et régionales sur le sujet de la Palestine. La réunion de Paris est une étape très importante et le message qu'elle envoie est clair. Si l'on permet à Israël de poursuivre ses politiques de colonisation et d'apartheid en Palestine occupée, l'avenir sera plus d'extrémisme et de sang versé, plutôt qu'à la coexistence et à la paix, a indiqué Saeb Raikat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. La diplomatie de l'État hébreu a quant à elle réagi par la voix du ministre des Affaires étrangères israélien qui a déclaré que la réunion de Paris resterait dans l'histoire comme n'ayant d'autre effet que de durcir les positions palestiniennes et d'éloigner les perspectives de paix. Il a ajouté que plutôt que de conjurer le président palestinien Mahmoud Abbas d'accepter les appels répétés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à engager immédiatement des négociations directes sans conditions préalables, la communauté internationale cède aux exigences d'Abbas
et l'autorise à continuer de fuir les négociations directes. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Bonsoir, nous allons parler de la situation au Proche-Orient, on parle plus précisément de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Donc pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Mahmoud Sabit. Bonsoir M. Mahmoud Sabit, vous êtes historien. Donc on commence tout de suite avec l'actualité sur le terrain. On connaît tous que Israël a justement renforcé à partir de vendredi les restrictions à l'encontre des Palestiniens. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui avant de passer ou avant de parler de l'initiative de paix, que ce soit égyptienne, française et ainsi de suite? Oui, la situation telle qu'elle est, c'est que vraiment c'est devenu très très difficile à cause qu'il s'est ouvert à n'importe quel groupe extrémiste des deux côtés pour saboter tout. Avec un attentat ici, une attaque par exemple l'autre jour en Israël, alors il y a des ripostes, alors ça veut dire que l'atmosphère devient est vraiment sous la merci des extrémistes en ce sens. Et une des seules façons de casser ça, c'est vraiment d'avoir une bonne volonté politique. Et ça ne se voit pas vraiment de rigueur de la côté israélienne, je dois le dire. Dans un certain sens, les Palestiniens ont déjà fait beaucoup des concessions. Il y a bien sûr la situation de Gaza, il y a bien sûr aussi la situation de la politique des gérants de Gaza, ça veut dire Hamas, et le Fatah dans les autres parties des terrains occupés. Alors, actuellement, on est dans une sorte d'impasse. Et chaque fois qu'on voit quelque chose, ça veut dire que c'est en train de marcher un peu. On marche 2-3 pas en avant et puis 4 pas en arrière. Et c'est un peu comme ça ces jours-ci. Il doit y avoir vraiment des grands efforts par tous les partis. Je trouve qu'actuellement, il y a un intérêt, bien sûr, en Europe, à cause de l'extrémisme qui commence à pénétrer l'Europe, de la situation telle qu'elle est, l'instabilité dans le Moyen-Orient et Nord-Afrique, qu'ils sont intéressés vraiment à commencer à bâtir une situation où il y a un certain paix entre les Palestiniens et Israël. Vous avez mentionné un point très important, c'est cette volonté politique. Apparemment, et comme aussi vous l'avez bien mentionné, à chaque fois qu'on s'approche un petit peu d'un accord, on trouve qu'on est plutôt dans l'impasse. À chaque fois qu'on essaye d'avancer, non, c'est le contraire. C'est-à-dire, il y a quelques semaines, l'Égypte a lancé une initiative. Il y a aussi les efforts déployés par l'Europe aujourd'hui, un changement de position peut-être. Mais aujourd'hui, on revient sur le même point. C'est-à-dire, on n'avance pas. C'est le contraire. On recule. Par contre, pourquoi pensez-vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai que ça ne va jamais? C'est-à-dire, une paix globale ne va jamais voir le jour justement dans cette région?
Non, c'est toujours possible. Bien sûr que c'est possible, au contraire. Mais il faut quand même regarder la chose telle qu'elle est. Pour que ça devienne possible, il faut que la loi et la loi universelle et la justice universelle règnent. Ça ne règne pas au Moyen-Orient. Les Palestiniens sont un peuple faible, ils n'ont pas vraiment la capacité de se défendre, alors ils ne sont pas vraiment adressés dans les lois telles qu'elles les sont, parce que vraiment la situation, si on est dans un cours à loi, par exemple, d'un procès, par exemple, les Palestiniens auront gagné il y a très très longtemps. On ne l'est pas. Et c'est une très mauvaise leçon, parce que c'est une leçon qui dit c'est la force qui marche. Et parce que c'est que la force qui marche, alors on a une réaction extrémiste. Ce qu'on a vu, bien sûr, avec Hamas existe à cause de cette réaction extrémiste, cette réaction de force. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que les Palestiniens peuvent répondre avec la force que dans l'extrémisme. Aujourd'hui, justement, et puisque le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, il a alerté, la situation au Proche-Orient la situation est proche d'un point de non-retour. Vous avez mentionné que le peuple palestinien est un peuple très faible. Si je ne me trompe pas, c'est le seul peuple sous occupation jusqu'à nos jours. Justement, qui sont les acteurs aujourd'hui sur la scène? On parle de cette initiative européenne. Où sont les États-Unis aujourd'hui, qui étaient normalement les plus impliqués dans ce conflit? Oui, les États-Unis sont en train d'un peu de replier du Moyen-Orient. En plus, ils ont beaucoup dépensé pour essayer de régler les choses au Moyen-Orient. Et bien sûr, pendant tout ce temps, ils ont ignoré le plus grand problème au Moyen-Orient, ça veut dire le conflit israélo-palestinien. Il y a d'autres priorités aujourd'hui. Ils ont pas seulement des priorités, ils sont en plein milieu des élections actuelles aux États-Unis. En plus, il y a plusieurs points de vue des candidats pour la présidence américaine. On ne sait vraiment pas encore quelle sera la politique américaine le moment qu'il y a un nouveau président. Mais n'est-ce pas la politique américaine vis-à-vis de la question israélo-palestinienne ne change pas? Elle est plus ou moins stable, quel que soit le président qui est à la tête de l'État. La politique reste la même? Oui, ça reste pour le moment. Mais il y a un grand danger. Moi, je vous parle d'Israël. Pour Israël, il y a un grand danger que Israël est devenu trop cher. Ils ont trop dépensé, trop de trésors a été dépensé pour Israël par les États-Unis. Et il y a quand même des éléments aux États-Unis qui disent c'est assez. Et c'est des éléments politiques et c'est des éléments économiques qui le disent. Ce n'est pas beaucoup des voix, mais quand même, c'est des voix assez importantes. Et la politique, quand même, doit s'améliorer à cette nouvelle situation, parce que c'est une situation actuellement qui est en train d'évoluer. En plus, on a parlé, par exemple, de la volonté politique. On a vu ce qu'on a pu faire avec la volonté politique avant, avec la situation de Rabin et Oslo. Aujourd'hui, si on parle du côté européen, mais aussi de la Russie, par exemple, lors de la réunion de Paris, les 29 États et organisations internationales ont bien rappelé leur volonté justement de mettre autour de la table des négociations les ennemis. Donc rien de concret n'a été réalisé, si on peut le dire. On voit que ni la Russie, ni l'Allemagne, ni même la Grande-Bretagne n'étaient d'ailleurs représentés au niveau ministériel. C'est-à-dire cette volonté politique dont vous avez parlé à propos, en parlant d'Israël, est-ce que cette volonté politique, est-ce qu'on la trouve aussi chez les Européens ou non? On la trouve chez les Européens. Peut-être actuellement, la politique européenne n'est pas vraiment complètement unie sur ce sujet. En Allemagne, il y a une question assez spéciale quand même. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, est en train de payer des réparations assez sévères
à Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que chaque année, ils sont en train de payer quand même pour ce que s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est des réparations qui continuent jusqu'à l'année, je pense, 2017, ou même plus. En tous les cas, eux ne sont pas vraiment dans une position de faire la politique là-dessus. En plus, la Grande-Bretagne est très alliée, est alignée plutôt avec la politique des États-Unis. Et actuellement, il n'y a pas vraiment une politique qui vienne des États-Unis à cause de la situation des élections. Alors, eux sont un peu égarés à côté, ils attendent. Oui, à part ça, il y a bien sûr un intérêt européen. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça plutôt. Oui, ils peuvent être les hôtes des discussions. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment mettre du pression sur les acteurs, sur le lieu? Là, pour le moment, j'en doute. Et si un ou deux de ces acteurs ne sont pas vraiment intéressés à la paix, ni intéressés à trouver une solution équitable, parce que la solution qu'Israël voudra, ce n'est pas vraiment une solution équitable quand même. Le 30 mai dernier, et d'une façon peu attendue, ou normalement on peut dire d'une façon même inattendue, le Premier ministre israélien a évoqué justement l'initiative de paix arabe pour en saluer le principe, justement pour saluer le principe, mais il avait quand même quelques remarques concernant les articles ou les détails de cette initiative. Est-ce que là, vous avez trouvé un pas, c'est-à-dire si l'attentat de mercredi n'avait pas eu lieu, est-ce qu'on aurait pu voir un certain progrès ou non, ça n'a rien à faire? Pas vraiment. On a déjà vu la dernière fois que vraiment, parce qu'il y a une offre qui a été faite quand même il y a plus que 10 ans à Israël pour normalisation de relations entre tous les pays arabes et Israël, s'il y a certaines conditions assez normaux qui sont adressées, ils n'ont même pas répondu à l'époque. Aujourd'hui, je ne suis pas complètement convaincu de la sincérité de l'État d'Israël sur cette question. Ils sont tous en train d'attendre, voir ce qui sera le nouveau président des États-Unis pour faire leur position à ce moment-là. Justement, permettez-nous, avant de continuer, de savoir quelle est exactement la situation sur le terrain. Je rappelle donc que sur le terrain le gouvernement israélien a renforcé vendredi 10 juin les restrictions à l'encontre des Palestiniens après l'attentat qui a coûté la vie justement à 4 Israéliens mercredi à Tel Aviv. L'armée a annoncé alors le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à dimanche minuit, jusqu'à aujourd'hui minuit. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé Dalia Kalam et on se retrouve juste après. L'armée israélienne a annoncé vendredi 10 juin le bouclage de la Cisjordanie et de la bande de Gaza jusqu'à dimanche minuit, renforçant les restrictions contre les Palestiniens annoncées après l'attentat qui a coûté la vie à 4 Israéliens 2 jours auparavant à Tel Aviv. À partir d'aujourd'hui, les points de passage de la bande de Gaza et de Judée et Samarie en Cisjordanie seront ouverts seulement pour les cas médicaux et humanitaires, a indiqué une porte-parole de l'armée. Cependant, la mise en œuvre de cette mesure semble limitée. Quelques heures après son entrée en vigueur théorique du bouclage, des centaines, voire des milliers de Palestiniens ont passé le plus important checkpoint de Bethléem et celui de Kalandia, principal point de passage entre Jérusalem et Ramallah en Cisjordanie, ont constaté des journalistes. Cette décision se veut avant tout symbolique. La fermeture des points de passage intervient alors que le Ramadan, le mois du jeûne musulman, a débuté cette semaine. De nombreux Gazaouis demandent traditionnellement l'autorisation aux autorités israéliennes de pouvoir sortir de Gaza pour aller prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou avait déjà annoncé jeudi 9 juin l'annulation des dizaines de milliers de permis d'entrée en Israël délivrés à des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza pour le Ramadan. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, s'inquiète que cette décision puisse attiser les tensions
et conduit sur la voie du risque d'engrenage. L'ONU a, elle, qualifié ces mesures de punition collective. Le climat de violence actuel rend d'autant plus nécessaire pour M. Herro une initiative politique de la communauté internationale pour créer les conditions d'un climat favorable à l'apaisement et à la reprise des négociations. Le ministre faisait référence aux efforts de la France pour convoquer une conférence internationale avant la fin de l'année avec la participation des Palestiniens et des Israéliens. Il est très clair que la France travaille en permanence à la sécurité d'Israël. Cela fait partie des fondamentaux, a dit M. Herro, ajoutant que les Israéliens doivent faire des ouvertures et arrêter la colonisation qui menace une solution à 2 États. Donc, on reste sur le même sujet. Là, on rappelle que du côté palestinien, malgré l'absence de véritables décisions, on se félicite de la tenue, justement, de la réunion qui a eu lieu récemment en Europe et qui permet de recentrer l'attention des grandes puissances mondiales et régionales sur le sujet de la Palestine. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la position palestinienne, aussi on parle de la position des factions palestiniennes. Comment voyez-vous leur position aujourd'hui? Vraiment, il y a la position de Fatah, le PLO, qui est en dehors de Gaza, bien sûr. Justement. Ils veulent la paix, mais ils sont aussi coincés entre leur population qui n'est plus convaincue de la sincérité de leur opposé, ça veut dire Israël, et de leur chefs qui sont en train de faire un compromis après l'autre. Et ça devient trop. Leur position devient compromis à la fin. La position du PLO, grosso modo, est plus ou moins compromis aux yeux de leur population. Tandis que Hamas, qui a fait des... qui sont extrémistes, on a vu que c'est pas qu'ils sont populaires, c'est que au moins ils ne sont pas compromis au même degré que le PLO. Et c'est une des graves fautes en tout ça, c'est de détruire les Palestiniens normaux, on peut dire, et dans une part, et de l'autre part, encourager les extrémistes parmi les Palestiniens. Voilà, là il s'agit de deux écoles, la politique et pour nous c'est de l'extrémisme, pour eux peut-être pour certains c'est pas c'est de la lutte par exemple, peut-être. Exactement. Voilà. Comment est-ce que ces deux écoles, ces deux traditions, ces deux, je ne sais pas dire comment dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent se rencontrer? Et où est le point de rencontre? Le point de rencontre, c'est que... Est-ce qu'il pourrait y avoir un point de rencontre? Il y a un point de rencontre. Le point de rencontre, c'est leur ennemi. Pas ennemi, la conflit est avec qui, après tout? C'est avec une puissance qui est rentrée dans l'affaire en dehors de la région, ça veut dire Israël. Alors, une position unie vis-à-vis Israël, une position qui est plutôt politique, plutôt que violent, mais quand même qui a toujours certaines options. Et une des raisons quand même que ça a duré longtemps depuis la dernière phase, ça veut dire depuis 2006 et aujourd'hui, c'est que Hamas a pris pouvoir à Gaza et en plus n'est pas d'accord avec ce que tout le monde veut que les Palestiniens font plutôt. Et ce qui est demandé des Palestiniens, c'est une capitulation totale. Ils ne sont pas prêts à le faire et ils n'ont pas vraiment besoin de le faire aussi. Très bien. Justement, permettez-nous de savoir aussi quel est l'avis de Dr Safwat Hatem. Bonsoir Dr Safwat Hatem, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Donc comment voyez-vous justement l'initiative de relance, pour relancer le processus de paix, cette initiative française? On parle d'un processus de paix vieille de 14 ans. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui viennent de la France, d'Arabie Saoudite, mais aussi de l'Égypte. Comment voyez-vous, si on peut dire, cette action arabe, européenne, comment voyez-vous?
Tout d'abord, il faut dire quand même, depuis 1993, il y avait l'accord de Oslo, et qui était signé par le côté palestinien, M. Yasser Arafat, et je pense à cette époque-là, c'était Yitzhak Rabin. Donc tout le monde s'est félicité pour cet accord historique. Et depuis 1993, nous sommes actuellement en 2016, à peu près 23 ans, avec un accord déjà signé, il n'est pas tout à fait réalisé sur place. Il faut se souvenir quand même, il faut faire réfléchir un petit peu, une mémoire qu'en 1996, il y avait le montée au pouvoir de M. Netanyahou, qui a refusé catégoriquement un consensus avec les Palestiniens. Il a refusé même la signature d'Israël avec les Palestiniens. Et depuis, il a dit quand même il n'y a pas d'État indépendant des Palestiniens. Bon, actuellement, il a commencé à faire de propagande pour le projet d'un État juif pur. Cela dit, le transfert, c'est-à-dire l'ancienne idée de transfert des Arabes de 1948 vers la Cisjordanie. C'est une solution impossible moralement et géopolitiquement, et même la communauté internationale n'est pas tout à fait d'accord pour une solution de deux États basés sur l'État juif et le transfert des Palestiniens vers la Cisjordanie, ou les Arabes de 1948 vers la Cisjordanie. Actuellement, nous avons une situation nous sommes dans une impasse. Il faut dire quand même que la droite israélienne qui règne depuis quelques années, qui refuse un accord avec les Palestiniens. Donc, comme j'ai déjà dit, M. Netanyahou, c'est un obstacle vis-à-vis la paix. Et deuxième chose, comme je dis toujours, M. Netanyahou, c'est une catastrophe, mais M. Netanyahou avec M. Lieberman, c'est une catastrophe carrée. C'est-à-dire, nous avons devant nous deux faucons de fanatiques juifs qui refusent aucun accord avec les Palestiniens. Pour moi, à mon avis, on restera... Bon, j'ai écouté quand même quelques secondes de la conversation avec votre invité. Il faut dire quand même que la fragilité du monde arabe actuel, la fragilité actuelle du monde arabe, l'impuissance du monde arabe par rapport de la situation actuelle en Syrie, au Liban, en Irak, même l'Arabie Saoudite qui était engagée dans une guerre absurde au Yémen. Donc l'Égypte, dans son coin, essaie de trouver une solution pour le terrorisme. Et partout dans le monde arabe, c'est une sorte de fragilité. C'est une situation favorable pour la droite israélienne. Pourquoi donner de consensus aux peuples qui ne sont pas actuellement dans une position qui permettra de négocier. Le côté arabe est très fragile. Donc, qu'est-ce qu'il va donner? Bon, pour conclure, faire la conclusion de tout cela, il faut savoir quand même que cette initiative de 2002 de l'Arabie Saoudite, qui était refusée aussi par Israël, donc, pour moi, malheureusement, je suis pessimiste pour le côté israélien. Bon, pour le côté, une petite minute, pour le côté palestinien, bon, on sait très bien qu'il est le côté de Hamas à Gaza. La situation des Palestiniens n'est pas tout à fait unique, comme l'a dit votre invité. Donc, il n'y a pas dans l'avenir très proche une solution pour négociation solide de Palestiniens basés sur le côté de Gaza et le côté de Cisjordanie. Est-ce que vraiment Hamas il est d'accord pour faire une négociation? Tout ce qu'il cherche Hamas, franchement, il faut le dire tout de suite, Hamas il cherche un cessez-le-feu pendant 10 ans et laisser la situation traîner comme ça pour arriver dans l'avenir. Et c'est la même. Donc les fanatiques de deux côtés, les fanatiques juifs et les fanatiques musulmans, chacun dépend de l'autre, chacun se félicite pour qu'il soit dans sa position, et les deux côtés sont contents de bloquer le chemin de paix. Alors vous avez
je ne sais pas comment dire, mais vous avez résumé justement cette situation. Une situation, comme vous l'avez déjà mentionné, très difficile, que ce soit pour la région ou pour cette question en particulier. Vous avez parlé de l'impasse. M. Mahmoud Sabet a justement aussi parlé, à chaque fois qu'on s'approche d'une initiative, d'un accord, de se réunir même autour de la table des négociations, on est encore une fois, on recule plutôt. Docteur Safwa Hatem, je vous remercie. Merci de vos précisions. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup à vous. Donc, justement, on revient, puisqu'il n'y avait rien de plus à rajouter. En parlant de cette situation très difficile des pays de la région en général, Israël en tire le profit, elle en profite, mais il y a aussi le côté européen. Vous avez vous-même mentionné que c'est dans leur profit aussi de trouver une solution pour la situation dans la région et de faire des pressions sur Israël. Israël qui est aujourd'hui profite justement de cette situation très fragile des pays de la région, dont souffrent les pays de la région. Là, encore une fois, comment faire justement, ou quelle est l'analyse la plus, je sais pas, mais la plus concrète, si on peut dire. Pour l'avenir, pour le futur. Justement pour l'avenir et qu'ils valent en fait, c'est-à-dire il y a d'un côté le côté israélien qui profite de la situation de la région, des pays de la région, il y a aussi cette volonté. Normalement, cette volonté européenne, mais qui ne se traduit pas, ou est-ce qu'il y a cette volonté? Est-ce que cette volonté est vraiment efficace? Est-ce qu'elle est capable de faire des pressions? Oui, mais pour mon opinion, c'est un peu prématuré. C'est prématuré parce qu'il y a d'autres situations beaucoup plus importantes, parce que la situation palestinienne-israélienne est là depuis des décades, après tout. Mais on a une situation assez nouvelle, c'est l'extrémisme, c'est Daesh, c'est deux pays, par exemple la Syrie et l'Irak, qui ont été complètement détruits, qui doivent se reconstituer. Alors, ce qui est actuellement important, c'est la stabilité. Et n'importe quel acte qu'on peut faire pour arriver à cette stabilité, c'est la plus importante. Et le moment qu'il y a une certaine stabilité dans la région, là, ce sera le moment de commencer à vraiment rentrer dans des négociations sérieuses avec Israël, avec un soutien européen, un soutien des États-Unis aussi. Et je ne pense pas que actuellement d'essayer de pousser la situation entre Israël et les Palestiniens va trouver un succès pour les raisons que mon collègue venait de dire, parce que actuellement les extrémistes, les fanatiques des deux côtés sont absolument contents de la situation telle qu'elle est. Je reviens aussi à nous. Le côté égyptien, donc là il faut rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré dans un discours qu'il avait vu une réelle opportunité pour un accord de paix israélo-palestinien. Il a aussi, le Caire espère organiser un sommet trilatéral dans un avenir proche. Cette initiative égyptienne. Là aussi, il faut rappeler que John Kerry, le 18 mai, le secrétaire d'État américain John Kerry était au Caire. Il a aussi parlé de cette initiative de paix. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Moi, je pense qu'il faut dire dès le début que c'est dans l'intérêt stratégique de l'Égypte que de trouver une solution, ou au moins une sorte de paix entre les Palestiniens et Israël assez équitable au plus vite possible. Tout ça, c'est très bien, et c'est très important d'essayer de le trouver, de ne pas vraiment laisser aller dans ce sens. Il y a, je pense, l'opportunité rentre parce que actuellement, l'Égypte a un certain rapport avec Israël, dans le sens que Israël, après tout, n'est pas, on peut dire plutôt, sont pas en mauvais termes avec l'Égypte. Au contraire, on fait tout ce qu'on peut faire pour encourager une certaine idée en Israël de laisser tomber leur paranoïa envers leurs voisins.
On peut certainement essayer, on va voir. Peut-être il y a quelque chose de nouveau dans le côté israélien. Peut-être eux sont prêts à trouver un compromis, quoi. On va voir. Peut-être, dans notre opinion, c'est le moment de pousser à faire ça. Personnellement, je ne suis pas convaincu, c'est tout. Mais peut-être c'est possible, peut-être il y a des renseignements qu'on n'est pas vraiment... Parce qu'en lisant ce qui se passe, une lecture mène à une certaine conclusion qu'on est dans l'impasse. C'est vraiment que rien n'est possible pour le moment. Mais justement parce qu'on a l'espoir, on essaye de dire et peut-être, et peut-être. C'est ça, oui. Et en plus, c'est le plus, à vrai dire, parmi tous les dossiers au Moyen-Orient, le plus important, c'est celui-là. Il reste le plus important. Oui, absolument. C'est beaucoup plus important que tous les autres. C'est une des bases même avec ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye. Parce que la base de la stabilité de ces régimes, dès le début, moi je vous parle des années 50, c'est ce fait, c'est qu'on a parmi nous l'État d'Israël qui a été imposé dans la région et tous les problèmes qui se sont eu lieu à cause de ça. Justement, des problèmes ouverts sur tous les fronts. Je reviens justement après ces déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi, cette position, la délégation américaine qui était au Caire, mais aussi il y a eu une délégation de responsables israéliens qui sont venus aussi en Égypte suite à cela aussi. Il y a, pour justement en discuter de cette initiative ou de cette proposition, si on peut dire, cette offre, mais aussi l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, il a déclaré à Londres que les pays musulmans sunnites étaient prêts à normaliser les relations avec Israël. Donc, si Israël justement négocie un accord de paix avec l'autorité palestinienne sur la base de l'initiative de paix arabe. Voilà, c'était aussi, ça devait être un pas aussi vers l'avant pour le côté israélien. Est-ce que vous trouvez que cela était plutôt encourageant ou ça ne veut rien dire de normaliser les relations avec les pays sunnites? C'est encourageant, mais je dois dire que c'est sur la table depuis 2002. Oui. Tout le monde a plus ou moins dit, dans le monde arabe, on est complètement prêt à normaliser nos relations avec Israël si on ne s'impose même pas la situation de retour aux frontières de 2-4-2. On dit seulement quelque chose que la plupart du peuple palestinien est d'accord là-dessus, et c'est une solution équitable pour les deux côtés. Oui, à ce moment-là, tout le monde est prêt à être en accord là-dessus. Alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression sur Israël à trouver une solution ou pas? Il y a une certaine pression. En plus, je pense qu'on ne doit pas vraiment négliger, c'est qu'il y a des éléments politiques en Israël même qui est prêt à rentrer dans des propres négociations sérieuses avec les Palestiniens, mais ils ne sont pas au pouvoir. Aujourd'hui, tout simplement, on peut tirer la conclusion que même avec un changement du contexte régional, de la situation dans la région, la position israélienne ne change pas? Elle ne change pas avec le gouvernement tel qu'elle est. Avec le gouvernement tel qu'elle est, mais aussi il faut dire que même en Israël, il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui ou de temps à autre pour la paix avec les Palestiniens. Eux aussi, ils ne se sentent pas en sécurité. Même avec tous ces changements, on voit une position très difficile, très rigide de la part des responsables israéliens. Vous mentionnez, ou vous avez précisé que c'est peut-être avec le gouvernement actuel. Est-ce que vous trouvez qu'avec un changement de gouvernement, les choses peuvent changer? Oui, et ça dépend de quelle sorte de gouvernement. Il y a plusieurs partis politiques en Israël. Il y a certains partis politiques, par exemple la vieille garde. La vieille garde, ça veut dire la partie ouvrière, les partis de M. Rabin, par exemple, qui est rentré, après tout, avec la pleine volonté politique de trouver une solution. Et je vous parle du début des années 90. Mais, à vrai dire, il a été assassiné pour ça. Et la politique a complètement changé depuis. Mais
Mais si aujourd'hui il y a un changement de gouvernement, un nouveau gouvernement qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus sincère à trouver une solution, ce sera bien sûr une situation beaucoup plus optimiste. Très bien. On parle de convergence d'intérêts parfois, c'est-à-dire est-ce qu'avec une initiative de paix égyptienne et donc on parle peut-être d'une possibilité d'une organisation d'un sommet ici au Caire. Est-ce que vous trouvez que c'est possible de réunir les ennemis autour d'une table ici au Caire? Oui, c'est important toujours de parler. Il faut toujours avoir un forum où tous les partis qui sont dans la situation peuvent donner leur position. Cette position peut s'améliorer, peut changer, bien sûr, avec les discussions. Tout ça, c'est très important. Le plus qu'on continue à parler, c'est beaucoup mieux que de continuer à se entretuer. Et à la fin du compte, oui, dans ce sens, l'Égypte a vraiment raison de poursuivre cet raisonnement. Parce que à la fin, l'Égypte, il faut quand même pas oublier quelque chose. L'Égypte, sans l'Égypte, il n'y a vraiment pas une option contre Israël. Je dois le dire. Si l'Égypte est là-dedans, c'est différent. Mais l'Égypte a une position, elle est en paix avec Israël. Elle a un traité de paix avec Israël. Alors bien sûr que c'est l'Égypte dont cette conduite sera faite. Et l'Égypte n'est plus... Et je ne vais pas dire qu'elle n'est plus faible, par exemple, par rapport aux dernières années, mais aujourd'hui, l'Égypte se présente sur la scène internationale en tant que pays fort. Permettez-nous de revoir un petit peu cette initiative égyptienne où donc, les paroles du président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est prononcé encore une fois en faveur d'une paix juste et globale au Proche-Orient. Je vous laisse avec un commentaire signé d'Alia Karam et juste après on continue. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est dit prêt à fournir tous les efforts pour contribuer à une solution au conflit israélo-palestinien. Il a estimé que les deux parties se trouvent face à une réelle opportunité pour résoudre leur conflit. Il a donc appelé Israéliens et Palestiniens à engager de nouveau pourparlers sous l'égide de l'Égypte. Je dis aux Palestiniens et aux Israéliens qui m'auront aux côtés, il y a une chance fantastique pour un avenir meilleur. C'est ce qu'a déclaré le président al-Sisi lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'inauguration d'une centrale électrique dans la ville d'Essiout au sud de l'Égypte. Évoquant l'accord de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, al-Sisi a estimé que personne à l'époque ne pensait qu'il pourrait y avoir une paix véritable et stable telle qu'on la voit entre l'Égypte et Israël, a-t-il souligné. Bien que le chef de l'État n'ait fait mention d'aucun plan en principe pour amener Israéliens et Palestiniens sur la table des négociations, ses propos ont été accueillis favorablement tant par les Palestiniens que par les Israéliens. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a salué l'initiative du président. Abbas a rendu hommage au rôle historique de l'Égypte qui a toujours soutenu la cause palestinienne. Aussi, dans un communiqué sur son site internet, le mouvement palestinien Hamas a affirmé qu'il applaudit les déclarations du président égyptien. Pour sa part, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël était prêt à s'engager avec les pays arabes pour faire avancer un accord de paix avec les Palestiniens. Le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était en visite en Égypte au lendemain de ces déclarations, y a vu un soutien fort pour faire avancer le processus de paix israélo-arabe, selon un porte-parole du département d'État. Absent depuis quelques années, l'Égypte tente de retrouver son rôle de médiateur. Tout au long de 65 ans du conflit israélo-palestinien, le Caire a toujours été présent et son intervention a été même décisive à certains moments, notamment en juillet 2014 pendant la guerre sur Gaza. L'Égypte avait alors présenté au Hamas une initiative de cessez-le-feu. En fin de compte, c'est grâce à cette initiative et à la médiation du Caire que la guerre s'est terminée. Depuis quelques années, l'Égypte avait pris quelques écarts en raison de sa mauvaise relation avec le mouvement Hamas, l'une des branches des frères musulmans considérée aujourd'hui par les autorités égyptiennes comme une organisation terroriste. Voilà, on continue et justement nous avons
bout de fil, en direct avec nous en ligne, Dr Cherif El Demerdesh, analyste politique. Bonsoir Dr Cherif El Demerdesh. Allô? Allô? Bonsoir Dr Cherif El Demerdesh. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes analyste politique. J'aimerais justement parler de cette initiative égyptienne. L'Égypte a toujours soutenu la cause palestinienne. Ça fait des années que l'Égypte un petit peu s'est éloignée, si on peut dire, par rapport à cette question. Aujourd'hui, avec des déclarations faites par le président Abdel Fattah ici, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment avancer les choses ou faire bouger les choses, justement? Ça dépend toujours de la volonté des puissances internationales. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde est dominé par les États-Unis américains et leurs alliés européens, et de l'autre côté, il y en a la Russie, la Chine, tout ça. Si la communauté internationale, elle est déterminée à aboutir enfin à ce conflit éternel, et je parle spécifiquement des États-Unis et d'Israël, bien sûr, il y en a de quoi à travailler sur. Oui. Mais si simplement c'est pour la consommation, disons, médiatique et pour calmer d'ici, de là, l'opinion internationale, ça ne va mener à rien. C'est-à-dire c'est une initiative faite par la France, endorsée par l'Égypte, et bien sûr endorsée par la Ligue arabe et tout le monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Sud, tout le monde, bien sûr, tous les peuples. Ils veulent une solution pour ce conflit éternel qui est à la base de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est exporté aux pays européens et aux pays l'Amérique, à tous les coins du monde. Très bien. Il y a eu toujours le côté américain qui était impliqué justement dans ce conflit. Aujourd'hui, en attendant justement les présidentielles américaines, est-ce que le nom du nouveau président des États-Unis, est-ce que ça peut faire avancer les choses, ça peut changer? Non. Les politiques américaines ne changent pas avec les présidents. Hein. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas... Mais il faut toujours, disons, réfléchir aux intérêts. C'est-à-dire, est-ce que les Américains ont des intérêts pour mettre fin à ce conflit? Bien sûr, mettre fin à ce conflit selon les conditions israéliennes, hein, ou américaines. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas espérer à mettre fin, disons, sur des conditions de justice, d'humanité, je ne sais pas de quoi. Non, non. C'est-à-dire, il faut attendre à une résolution que simplement, c'est-à-dire, ça ne va pas être 100% juste ou fair. Non, non. C'est-à-dire, ça va toujours servir les intérêts des Israéliens en premier lieu. Très bien. Dr Cherif El Demerdesh, je vous remercie de vos précisions. Merci beaucoup. Je reviens à vous, M. Mahmoud Sebet. Justement, on revient sur ce même point. Est-ce que vous pensez que le nouveau président américain, son nom va changer les choses, ou il s'agit là d'une politique? C'est-à-dire, si on parle des protagonistes aujourd'hui sur la scène, qui vous pensez qui peut donner élan justement à ce processus et qui fera le contraire? Je pense, comme je suis d'accord avec mon collègue de dire que actuellement l'établissement américain tel qu'elle est actuellement, il n'y aura pas de changement sur le côté israélo-palestinien et la politique vis-à-vis le Moyen-Orient. Mais si l'établissement est changé, par exemple, il y avait un des candidats étaient anti-établissement, allaient changer l'établissement, ça veut dire monsieur Bernie Sanders, par exemple, aurait fait ça. Oui, à ce moment-là, on peut bien sûr voir peut-être un changement. Mais à part ces faits d'aujourd'hui,
actuellement, je trouve que la seule façon de trouver vraiment une route de cette impasse, c'est que quand l'équilibre du pouvoir dans la région est plutôt... ça change, et ça va seulement changer dans le côté économique. Est-ce que c'est possible de voir un terrain d'entente régional? Un terrain, pardon? Un terrain d'entente régionale. On a vraiment besoin d'un terrain d'entente régionale justement pour faire avancer ce processus? Oui, certainement, il y a ça, mais plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Moyen-Orient actuel, le monde arabe actuellement, est dans une position faible et une position fragile, comme aussi disait mon collègue. Et la seule chose qui va vraiment changer ça au plus grand possible, et on commence avec l'Égypte en tout ça, c'est la position économique. Le moment que l'économie commence à vraiment marcher telle qu'elle devrait faire, alors là, on pourra bien faire une politique. Mais au niveau du monde arabe, on trouve que l'économie, faible. Voilà, elle est très faible aujourd'hui. Elle s'affaiblit encore, même avec les pays du Golfe sur lesquels on parlait de la richesse de la région, justement, grâce à ces pays du Golfe qui aujourd'hui, oui. Voilà. Mais s'il n'y avait pas seulement que le Golfe, mais aussi par exemple l'Égypte, et que les autres pays arabes augmentent ou au moins trouvent une situation économique un peu comme un peu la Turquie, la République de la Turquie, comme eux ils ont vu, il faut dire que l'Ouest, les États-Unis, repond à ça plutôt qu'à d'autres choses, repond à leur intérêt économique plutôt que leurs autres intérêts. Si leur intérêt économique est beaucoup plus intéressant dans le monde arabe, alors ils vont changer leur politique. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment, à la fin. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a parlé du processus de paix israélo-palestinien, quand il a parlé de la situation dans les territoires palestiniens occupés, quand il a parlé de l'offre fait par l'Égypte ou par l'administration égyptienne. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de plan précis, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'un plan précis. On n'a pas les détails d'un plan précis. Est-ce que ce plan existe, on ne l'a pas annoncé, ou il n'y a pas de plan, il n'y a pas de nouveau plan? Le plan doit rester flexible plutôt. Dans le sens que, oui, il faut être flexible parce que les positions de tous ceux qui doivent être autour de cette table sont très différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux éléments, justement, pour avoir un nouveau plan. Peut-être le plan est le même, il s'agit d'une position qui doit changer. Le plan est toujours le même. Le plan est de trouver une solution équitable entre les Palestiniens et Israël. Et équitable dans le sens que ce n'est pas une capitulation du peuple palestinien et que le peuple palestinien ne va pas disparaître. Ce que, par exemple, Israël espère. C'est ça, à la fin du compte, leur espoir. Et il faut mettre fin à ça. Il faut dire non, on a un intérêt géostratégique pour la région qu'il y a un accord. Et c'est ça vraiment, à la fin du compte, c'est le message, quoi. La solution de deux États, est-ce que vous la voyez proche? Oui, si les Israéliens sont prêts à faire des sérieuses concessions régionales, oui. Mais il y a le si. Voilà, le si existait depuis toujours. Il y a le si, mais on retourne toujours à Oslo, on retourne toujours à déjà des accords qui ont été faits. Il faut, je veux dire, on ne peut pas faire des accords et puis les laisser casser, parce qu'à l'autre côté est en train de les casser systématiquement chaque fois qu'ils les font. On ne peut pas faire ça. On doit, par exemple, retourner à Oslo, par exemple. Ce n'est pas une situation... oui, si on retourne à Oslo, certainement, c'est complètement une situation très possible de trouver une solution. Est-ce que c'est possible de retourner à Oslo dans le contexte actuel? Oui. C'est pour ça qu'il doit y avoir une volonté politique. Voilà. Et c'est une volonté politique israélienne qui a mis fin à leur position au Sinaï pour faire retourner le Sinaï et faire retourner le Gaza. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont complètement détruit des communautés entières pour arriver à la paix. Ils peuvent bien faire la même chose pour arriver à une paix avec le peuple palestinien quand même.
Ils peuvent bien le faire et on l'espère très bien. Monsieur Mahmoud Sabit, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Vous êtes historien. Je vous remercie infiniment. Madame, monsieur, je vous remercie aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.